Donc ce matin, on va parler de deux secteurs, du secteur naval et maritime, aux Émirats arabes unis et au Koweït. Avant de vous présenter plus en détail donc nos intervenants, je voulais vous rappeler le mode de fonctionnement en fait de ce webinaire. Donc, il se veut interactif, c'est un moment privilégié que l'on vous offre où vous pouvez échanger avec des experts du secteur que l'on va traiter ce matin. Donc, n'hésitez pas à intervenir. On ne va pas attendre la fin forcément pour les questions-réponses. N'hésitez pas à rebondir sur les propos des différents intervenants et des témoignages donc, qui vont venir aussi pendant le webinaire. Vous pouvez le faire soit en activant vous-même vos micros, soit en écrivant vos questions dans le module conversation. On est à votre entière disposition, donc n'hésitez pas vraiment à intervenir pour poser vos questions, mais aussi pour partager vos expériences, les bonnes comme les mauvaises. Ça aussi, c'est source d'informations précieuses pour les autres participants. Le partage d'expériences est toujours bénéfique. Lorsque le webinaire sera disponible en ligne sur notre site dans la rubrique BCI Info, je vous enverrai un petit mail pour vous prévenir. Et puis la présentation de ce matin, pas de panique pour la prise de notes, elle sera aussi à votre disposition sur notre site de BCI. Donc ce matin, nous avons avec nous, alors merci beaucoup Sandra et Madia, donc c'est elles qui ont travaillé sur le sujet ce matin, elles font toutes les deux partie de la team Business France Middle East. Sandra est basée aux Émirats Arabes Unis et Madia au Koweït. Je vous laisse vous présenter très brièvement toutes les deux. Bonjour, merci Karen. Donc oui, Sandra Papé, moi je suis en charge du pôle industrie et clean tech aux Émirats. On couvre aussi Oman depuis les Émirats. Voilà, tous les secteurs industriels et la filière mer fait partie d'un des secteurs phares voilà, pour nous. Madia. Merci. Bonjour à tous. Donc, Madia Bourfoun du bureau du Koweït. On est au sein de l'ambassade de France au Koweït. On touche toutes les filières et la partie maritime est aussi un secteur phare ici au Koweït, dû aussi du fait de sa zone côtière. Merci Madia. Brice, je te laisse te présenter. Donc Brice, team BCI. Brice Turban, donc moi je suis chargé d'affaires industrie chez BCI depuis un peu plus d'1 an maintenant. Donc voilà, par industrie, on englobe tout ce qui touche à l'industrie, que ce soit le naval, nautisme, aéro, défense. Et aujourd'hui, le sujet des Émirats est une demande un peu récurrente que j'ai de nombreuses entreprises que je vais visiter, sachant que je passe beaucoup de temps en entreprise. Et donc voilà, c'était tout l'objet du webinaire d'aujourd'hui et de l'organisation par Karen de cette réunion. Merci Brice. Et donc en préambule tout à l'heure, je vous disais que donc ce webinaire, c'est le premier d'une série de 4 webinaires industrie que l'on vous propose avec Sarah et avec Sandra pardon et Brice. Le prochain, pour ceux que ça intéresse, c'est le 18 avril pardon. On va parler de la filière aéronautique aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite. Ensuite, le 28 mai, on vous propose un webinaire, toujours un webinaire flash 45 minutes, 1 heure grand max. On vous propose de traiter des clean energy aux Émirats Arabes Unis. Et puis enfin, le 7 novembre, on parlera mobilité aux Émirats Arabes Unis. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur notre agenda, sur notre site web pour vous inscrire. Les 4 webinaires sont déjà en ligne, vous pouvez vous y inscrire dès maintenant si ces sujets vous intéressent également. Alors, je vais vous demander s'il vous plaît de couper vos micros si vous ne prenez pas la parole pour éviter les... Il y a Antoine qui est là. LED. Hop, je vais désactiver le micro. Voilà, désolée, je vous coupe la chic, mais c'est pour éviter d'être perturbé lorsqu'on parle à plusieurs en même temps. BCI, donc le sommaire, je vais vous le donner après. Juste brièvement, en ce qui concerne BCI, donc vous savez, on est une association d'entreprises. On a plus de 1000 adhérents aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore adhérent, je vous invite vraiment à rejoindre le navire, comme on dit. Vous n'êtes pas obligé d'être adhérent pour faire appel au service de BCI, mais quand vous l'êtes, vous avez un accès privilégié à plusieurs services. Notamment en termes de RH, d'accès à la plateforme Suppliers from Bretagne,
Je vais vous parler de ça dans quelques secondes. Donc, on est une association financée par le Conseil régional de Bretagne et la CCI Bretagne pour vous aider dans votre développement à l'international. Quelles que soient les facettes, quels que soient vos besoins, on est là pour vous accompagner avec en support un réseau de plus de 270 prestataires agréés basés à l'étranger. Donc, le bureau Business France de Dubaï, par exemple, des Émirats et Koweït font partie de ce réseau de partenaires et on travaille vraiment en coordination avec ces prestataires à l'étranger pour vous accompagner et répondre à vos cahiers des charges. Donc, sur ces différentes slides que vous retrouverez dans la présentation, voilà, vous retrouvez les différents services. On a une équipe donc de chargés d'affaires basée au siège d'ici à Cesson-Sévigné et puis aussi des collègues en CCI territoriale qui peuvent vous aider, notamment dans tout ce qui est questions techniques et réglementaires et aussi pour votre développement stratégique lorsque vous avez besoin. Encore une fois, quel que soit le sujet, quel que soit votre domaine d'activité. Et puis, on a l'équipe des chargés d'affaires, donc dont Brice fait partie pour vous accompagner en fonction vous avez un chargé d'affaires dédié en fonction de votre secteur d'activité. Voilà. BCI Info, donc ça c'est une plateforme où vous pouvez retrouver donc des veilles marchés, des veilles techniques et réglementaires, des synthèses marchés, toute la liste des entreprises et organismes qui sont acteurs pour vous accompagner. Donc certaines choses sont réservées aux adhérents. Et puis enfin, la plateforme Suppliers from Bretagne, c'est vraiment une plateforme de promotion, une e-vitrine dont la cible sont les acheteurs étrangers, les partenaires investisseurs étrangers. Ça fait 2 ans maintenant qu'on a mis cette plateforme en ligne. Il y a beaucoup d'entreprises bretonnes adhérentes qui sont référencées et ça leur a permis de générer des contrats, des ventes vraiment conséquentes. Donc, je vous invite vraiment à aller voir à quoi ça ressemble et à vous y inscrire, à devenir adhérent si vous ne l'êtes pas encore pour pouvoir vous inscrire sur cette plateforme Suppliers from Bretagne. Et puis, dernière petite chose avant de rentrer dans le vif du sujet, si ce n'est pas déjà fait, si vous n'avez pas eu via LinkedIn notamment l'information, vous pouvez cocher et bloquer dans votre agenda le lundi 1er juillet. Ce sera la 12e édition de l'Open de l'International. Ça se passera au Couvent des Jacobins à Rennes cette année. Cette journée, c'est l'occasion pour vous de faire le tour du monde en une journée. Vous allez pouvoir y rencontrer de nombreux prestataires agréés à l'étranger qui font le déplacement donc en Bretagne pour venir à votre rencontre. Vous allez pouvoir donc vous inscrire à des rendez-vous B2B, à des ateliers, donc des réunions d'information, des retours d'expérience, des échanges de bonnes pratiques. Vous avez aussi un village partenaire de vos partenaires à l'international en Bretagne. Donc voilà, vous recevrez les informations. Les inscriptions vont être ouvertes début avril, vers le 9 avril. C'est ce qu'on a prévu. Vous recevrez tous un mail pour pouvoir vous inscrire et participer à cette journée qui est gratuite, mais avec inscription en ligne obligatoire. Voilà, je vous ai tout dit. Je vais revenir sur le sommaire parce que quand même, c'est ce qui nous intéresse ce matin. Donc, un tout premier point, on va parler du secteur maritime aux États-Unis, aux Émirats arabes unis et au Koweït. Quels sont les projets, les grands projets de ces deux pays? Quelles sont les opportunités business pour vous, entreprises bretonnes? Ensuite, on fera un petit point sur les bonnes pratiques, how to do good business aux Émirats et au Koweït. Et puis ensuite, on aura 2 retours d'expérience. Alors, pardon, hop, je vais trop vite. De Philippe Thirion, donc, qui est le managing director de l'entreprise Terracotta, qui va nous faire part de son regard terrain, de sa vision terrain donc du secteur. Et puis, on avait prévu aussi de faire témoigner Sophie Omnes de la société CMA-CGM. Elle nous a contacté il y a quelques minutes, on s'en excuse et elle en est navrée, elle aussi. Elle a un contretemps professionnel et elle ne pourra pas intervenir ce matin. Donc, désolée, ça faisait partie des 2 témoignages qu'on vous proposait ce matin, mais aléa du direct qu'on ne maîtrise pas. Donc, Sophie ne pourra pas être avec nous ce matin. Je vous demande de nous en excuser. On rentre dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Donc, la filière maritime aux Émirats arabes unis. Je laisse la parole à nos intervenantes. Merci encore, Karen. Donc, je vais vous dire effectivement quelques mots sur les Émirats arabes unis avant de rentrer dans le détail de la filière maritime. Donc, le pays, c'est la 2e économie du Golfe, avec une croissance importante, 7,6%, vous voyez, en 2022.
qui était tiré et beaucoup par le pétrole, l'oil and gas, et qui se diversifie de plus en plus dans tous les secteurs, que ce soit énergie renouvelable, et qui veut développer son industrie, multiplier le poids de l'industrie par 3 d'ici la fin de la décennie. Donc, c'est un petit pays en surface qui représente à peu près la taille de la Nouvelle-Aquitaine, et qui est occupé beaucoup par Abu Dhabi, donc la capitale, qui héberge 1,5 million d'habitants sur les 10 millions que compte la population, et Dubaï, qui est vraiment le centre économique avec 3,5 millions d'habitants. Mais vous le verrez, de par sa situation géographique, ce petit pays est vraiment le hub régional en termes maritimes aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il y a de gros projets de croissance. Alors, on n'oublie pas les plus petits Émirats du Nord, Sharjah, Ajman, etc., que vous voyez sur la carte, qui sont aussi tournés vers la mer et qui ont aussi des projets. Alors, la particularité que mon collègue Philippe Thirion va pouvoir vous détailler un peu plus tard, c'est qu'il y a 88% d'expatriés aux Émirats. Ce qui en fait voilà, quand vous allez venir aux Émirats, vous n'allez pas forcément parler qu'aux Émiriens, mais à une diversité de population mondiale. Voilà, je ne vais pas dévoiler sa présentation tout à l'heure. À savoir, sur les Émirats ont accueilli la COP28 l'année dernière. Donc l'année dernière, l'année 2023 était l'année de la sustainability pour les Émirats, qui a été renouvelée. Il y a 1 ou 2 semaines, le gouvernement a décidé que 2024, ce sera une deuxième année aussi de la sustainability. Donc il y a un vrai sujet de protection de l'environnement, d'atteindre le net zéro d'ici 2050, qui est aussi couplé avec des projets de développer aussi l'activité pétrolière et gazière, et de développer tout ce qui est innovation, intelligence artificielle, etc. Donc, si vous voulez bien passer à la slide suivante. Donc, la filière maritime aux Émirats, donc c'est une filière qui est déjà bien solide. Elle est au 3e rang mondial dans la liste des marchés logistiques par rapport aux plus compétitifs. Ça veut dire que 60% du trafic à destination du Golfe transite par les Émirats aujourd'hui. Le pays se place au 10e rang mondial de l'indice d'efficacité des services portuaires. Et le port le plus important, c'est celui de Jebel Ali, qui est le plus grand port artificiel du monde et le premier du Golfe, et le 11e plus grand port du monde, pardon. Donc ça, c'est voilà, c'est aujourd'hui au niveau portuaire, en tout cas, l'image où on en est. Et les prévisions, c'est d'augmenter et de croître encore d'ici 2029. Donc si on rentre dans le détail sur la slide suivante des ports, je peux vous parler donc des 12 principaux ports commerciaux. Donc le plus gros, on l'a dit, c'est Jebel Ali Port à Dubaï, qui est opéré par DP World. Ensuite, on a le port de Khalifa à Abu Dhabi, qui est lui opéré par Abu Dhabi Port. CMA CGM a une concession aussi de 35 ans sur un des terminals de sport. Et puis, on a d'autres ports, que ce soit Khorfaa Khan, Fujairah ou Abu Dhabi, pour tout ce qui est plaisance militaire, avec une base française militaire présente à Abu Dhabi. Et des projets d'extension, donc Dubai Maritime City, qui prévoit de développer son quartier pour être une des plus grandes places portuaires au monde, et qui rassemble toute la supply chain portuaire maritime ici à Dubaï. On a aussi Khalifa Port qui donc prévoit d'investir 1,5 milliard d'euros d'investissement pour développer des terminaux. Et le port de Fujairah, qui a un gros projet d'extension aussi, et qui, lui, est le port principal pour tout ce qui est stockage pétrole et gaz. Alors, si vous voulez bien passer à la slide suivante, je vais vous parler des acteurs principaux aux Émirats. Donc, on a toute la chaîne de valeur qui sont représentés ici. Les opérateurs, donc
ADNOC Logistics and Services, opérateur logisticien, autorité portuaire, constructeur, réparateur. Donc, le plus gros, c'est ADNOC Logistics and Services qui a 260 bateaux et qui est la plus grande société de transport maritime et logistique des Émirats. Vous avez aussi DP World, donc à Dubaï, qui opère 65 ports et terminaux dans le monde et qui est présent dans plus de 75 pays. Donc DP World sont aussi présents en France, par exemple. Vous avez Abu Dhabi Shipbuilding, qui est un constructeur et réparateur de navires militaires et commerciaux. Un des plus grands ici aux Émirats avec Dry Docks World à Dubaï. Et un des plus aussi innovants en matière de chantier naval. Abu Dhabi Port, qui est plus petit, qui gère 10 ports, a une croissance ces dernières années, et notamment en extension externe qui s'est accélérée ces 2-3 dernières années. Voilà. Après, vous avez toutes les autorités, le ministère, Trakis pour la régulation, les free zones, les zones logistiques qui sont KIZAD à Abu Dhabi et JAFSA sur Jebel Ali, donc à Dubaï. Voilà pour les principaux. Alors, les enjeux et les opportunités de la filière maritime. Donc, on a vu un enjeu stratégique d'innovation, donc beaucoup d'investissements qui a été fait et qui va être fait dans tout ce qui est intelligence artificielle, digitalisation, robotique. Donc, il y a une vraie demande du gouvernement et des investisseurs avec un plan d'action pour aller sur cette digitalisation. Sur la sustainability aussi, des projets pour répondre aux défis de l'Organisation mondiale maritime, de baisser tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre des navires dans les prochaines années. Donc, les Émirats sont engagés sur le net zéro à horizon 2050 et ils travaillent aussi sur des projets de bateaux avec des systèmes de navigation à vent, hydrogène, à ammoniac et travaillent aussi sur tout ce qui est biocarburant, carburant alternatif. Ça les intéresse aussi beaucoup. Il y a aussi dans le nautique au sens large, à savoir que Dubaï, c'est la 4e ville la plus visitée au monde, avec 14 millions de touristes en 2022 et une offre nautique importante, toujours en recherche aussi d'innovation en termes d'offres touristiques autour de la plaisance et de la mer. Ça, en termes réglementaires, les Émirats ont été réélus au conseil exécutif de l'OMI et ont adopté des résolutions importantes pour améliorer la sécurité maritime, qui est importante, et aussi protéger les droits et les fonds marins. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être des questions côté participants sur ce premier point? N'hésitez pas. Hein. Oui, bonjour, Antoine Deblay à ADD Technologies. Oui, bonjour. Vous avez parlé de chantiers innovants qui s'intéressent à la propulsion vélique, par exemple, à la propulsion par le vent. Et, vous auriez des noms? Oui, effectivement. Alors, tous les constructeurs, que ce soit Abu Dhabi Shipbuilding ou les noms, enfin, tous ceux que vous avez sur la slide, nous demandent des solutions. Ouais, la slide juste avant. Constructeurs, réparateurs, voilà, les constructions nous demandent des solutions à ADNOC Logistics and Services également, des solutions plus sustainable. Ok, merci. Après, ouais. Okay. Après, on en parlera un peu plus tard, mais on vous présentera aussi une mission qu'on fait fin avril avec Madia, donc sur les Émirats et sur le Koweït, qui vont vous permettre de rencontrer tous ces acteurs-là, de mieux connaître l'écosystème et de présenter vos solutions. Voilà, on vous en parlera tout à l'heure.
Et puis, si vous avez des questions ou des points sur lesquels, que vous souhaiteriez aborder plutôt en off, on est à votre entière disposition pour organiser une visio post-webinaire avec Brice et Sandra et Madia. Donc, n'hésitez pas à en faire la demande, soit à moi, soit à Brice directement. Mais c'est très facile d'organiser une visio et voilà, et de caler ça pour que vous puissiez parler de vos éventuelles problématiques, de vos projets et poser vos questions sur des points vraiment particuliers auxquels on n'aurait pas forcément les réponses là pendant le webinaire. C'est difficile de tout aborder. Vous avez des activités très différentes les uns les autres, donc des projets et des problématiques différents. Donc voilà, n'hésitez pas à faire la demande d'une visio, c'est gratuit évidemment, et puis ça permet de défricher le terrain et de vous accompagner au moins sur les premières marches de vos projets de développement sur le terrain là-bas. On poursuit s'il n'y a pas d'autres questions. Je crois que Philippe nous Alors, a, je laisse la parole à Philippe, oui, j'ai vu qui nous a rejoint. J'ai vu. Bonjour Philippe, bienvenue. Merci pour votre concours à ce webinaire ce matin. Bonjour, excusez-moi d'être dans un environnement un petit peu plus bruyant, mais donc enchanté. Et puis donc c'est intéressant d'avoir eu des informations sur ce secteur. Et donc je vais vous parler un petit peu des Émirats et du marché des affaires aux Émirats. Si je peux voir la Merci slide Philippe. suivante. Si je peux me permettre, excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort parce que moi de mon côté, je vous entends pas très bien. C'est possible pour vous de vous rapprocher peut-être du micro ou de parler un petit peu plus fort? Absolument, absolument. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est un peu mieux, ouais. Merci beaucoup. Oui, très bien. Alors, je disais donc, est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Je vais donc vous parler de l'approche interculturelle et donc comment est-ce qu'on travaille aux Émirats. Slide suivante, s'il vous plaît. On a eu tout à l'heure, donc les Émirats sont composés de 7 Émirats. Ce qu'il faut bien comprendre, et la première singularité des Émirats, c'est sa population. La population qui d'environ 10 millions, mais qui représente 90% d'expatriés, de personnes qui sont aux Émirats et qui ne sont pas des nationaux. Dans cette répartition, bien entendu, puisque l'on a beaucoup d'expatriés, il y a une majorité d'hommes, et donc c'est pour ça qu'on est pratiquement dans la population à 70% d'hommes et 30% de femmes. Il y a aussi une autre particularité, c'est la répartition géographique sur les 7 Émirats. Dubaï est la population la plus importante. Abu Dhabi est deuxième, et Abu Dhabi est la capitale. Et il y a aussi un autre émirat qui s'appelle Sharjah, qui sert plutôt de dortoir pour les gens qui travaillent à Dubaï. Donc ça, c'est la répartition. Il y a aussi, donc je parlais de cette composition d'expats. Les expats sont majoritairement indiens, pakistanais, philippins, bangladeshis. Et donc, ce sont les gens que vous allez rencontrer et avec qui vous allez devoir discuter de vos projets, de vos affaires et qui seront potentiellement des intervenants ou des donneurs d'ordre et des participants à la réalisation de vos projets. Autre point important, la population et la répartition en âge. Comme nous sommes 80% d'expatriés, les expatriés sont là pour travailler, donc la majorité des gens qui sont aux Émirats ont entre 25 et 55 ans. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, la culture dans les affaires. Alors ça, il faut faire attention dans le sens où la culture est très importante aux Émirats, dans la région, dans le Golfe, mais aussi aux Émirats. Et donc, pour le respect de cette culture, il faut essayer de la comprendre, pas de l'adapter, pas de l'adopter, mais de la comprendre. C'est une société très hiérarchisée dans le sens où il y a chaque personne, chaque secteur aura bien son rôle. Donc, il y aura ceux qui font la partie technique, ceux qui font la partie achat, procurement, ceux qui vont être les décideurs. Donc, il est important de bien comprendre qui va être votre interlocuteur pour quelle partie. On a un peu de tendance ici rapidement, bon, les gens qui ont des problèmes vont être très intéressés par votre proposition, que ce soit de produit ou de service, mais est-ce que ce sont eux qui auront la décision finale et quelle sera cette chaîne
de commandement ou ce chaîne de prise de décision et qui en réalité prend la décision. Donc ça, c'est très important et ça amène à bien à faire ce qu'on appelle ici le réseautage, le networking et les relations. Il est très important de comprendre et de rencontrer les gens qui connaissent la personne, qui vous permettront de rencontrer la personne dont vous avez besoin. Autre point particulier des Émirats, vous avez peut-être déjà des rendez-vous, vous n'en avez pas encore. L'usage du WhatsApp est très, très, très important. Pourquoi? Parce que les choses vont évoluer très vite. Le rendez-vous qui était prévu tout à l'heure ne se fait plus, il est annulé par WhatsApp et il y en a un autre qui va se mettre et vous relancez vos rendez-vous, vos contacts par WhatsApp. Tout le monde échange son téléphone mobile et son WhatsApp. C'est quelque chose de complètement standard ici. Autre point particulier, la tenue vestimentaire qui doit être appropriée. Quand on va dans des bureaux du gouvernement, le jean n'est pas accepté, la jupe au-dessus du genou n'est pas acceptée. Donc attention, et chacun, c'est un petit peu le positionnement de chaque culture, de chaque origine de la personne qui se représente à travers de la tenue vestimentaire. En résumé, pour faire des affaires et pour avancer ici, il y a deux mots importants à bien comprendre et à bien définir. La patience, parce que les choses vont prendre du temps. Et puis la résilience, parce que les choses ne vont pas forcément se passer comme on l'imagine ou comme on l'entend ou comme on l'a cru ou comment on nous l'a expliqué, parce que les choses évoluent très très vite ici et changent très rapidement. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Je vous remercie. Je serai potentiellement à votre disposition lors de votre passage. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Philippe. Est-ce qu'il y a des questions sur les us et coutumes, etc., sur ce point-là? Non, c'est clair. Merci, Philippe. Alors, on passe au point suivant. Donc, comme je l'ai dit en intro, navré encore, mais Sophie n'a pas pu nous rejoindre finalement ce matin à cause d'un contretemps professionnel. Donc, on va parler maintenant de la filière au Koweït et je vais laisser la parole à Madia. Merci, Karen. Donc, le Koweït, je vais commencer par expliquer un petit peu le Koweït parce qu'il est souvent méconnu. Donc, le Koweït, on peut le comparer un petit peu par rapport à sa stabilité politique à la Suisse. Donc, c'est un pays qui est plutôt stable avec ses voisins. Donc, c'est un pays qui est situé à côté de l'Arabie Saoudite, l'Irak et l'Iran, qui est à peu près à 1 heure de vol des Émirats et à 30 minutes du Qatar. Donc, assez bien placé aux Émirats. À savoir que la population, on compte aujourd'hui 4,7 millions d'habitants, avec 30% de Koweïtiens. Donc, c'est ce qui est un petit peu plus élevé que les pays voisins. La richesse du pays est basée sur l'hydrocarbure. Aujourd'hui, le pays contient la 7e réserve mondiale et également le 9e producteur, ce qui est assez impressionnant pour un petit pays. Donc, avec aujourd'hui 3 millions de barils par jour. Avec la vision 2035, donc on va faire un petit retour en arrière, à savoir que le Koweït a eu une guerre en 1990, on peut dire une invasion par l'Irak, où donc le pays a été envahi, où il y a aujourd'hui encore des séquelles. Donc, des séquelles que ce soit dans la population, dans la mentalité des populations, parce qu'elles ne datent que de 1990, ou également des séquelles sur vraiment la modernisation de certains ports ou de certaines zones. Donc, mais elle reste encore aujourd'hui axée sur, sa richesse reste encore aujourd'hui axée sur le pétrole. À savoir que les Koweïtiens également souhaitent moderniser et faire évoluer le pays. Donc, aujourd'hui, on est quand même 64e indice de développement humain. Alors, on va pouvoir passer à la slide suivante.
Donc, au niveau des ports au Koweït, donc il y a 3 ports. Les 3 principaux ports sont les ports de Chouair, Chouaïba et Doha. Les ports de Chouair et Chouaïba donc, sont les plus anciens, donc ils datent environ de 1968. Ils sont basés sur vraiment tout ce qui est en relation avec tout ce qui est pétrolier. Et exploité par le Koweït National Petroleum. Le Koweït National Petroleum est en fait l'entreprise entre guillemets de l'État qui va contenir KOC et KNPC. Donc, ce sont ces 2 entreprises qui sont maîtres de la majorité des projets ici au Koweït. Et pour expliquer un petit peu la façon de faire, après, les projets sont redirigés vers les agents locaux. Et ces agents locaux sont eux avec qui vous allez échanger et avec qui vous allez être au courant vraiment en fait du fond du projet. Donc, c'est juste pour expliquer, c'est lorsque vous venez au Koweït, vous avez les gens du gouvernement, donc qui sont les gens de KOC et KNPC, eux qui sont maîtres des projets, mais souvent qui ne sont pas au courant des détails des projets, donc qui redescendent ça vraiment à ce qu'on appelle des distributeurs ou des agents locaux. Et ces agents, eux, sont vraiment au courant du fond des problèmes et de tous les appels d'offres. Le port de Doha. Le port de Doha, lui, est plutôt un port commercial. Chouair est majoritairement pétrolier, notamment avec, il y a également une base logistique pour l'armée américaine là-bas. Il y a un raffinage qui est là-bas qui se fait avec à peu près 200 millions de barils par jour. Elle est vraiment à l'extérieur du Koweït. Chouaïba se rapproche un peu plus de Koweït City avec également un port commercial. Et Doha, lui, est vraiment un port commercial et notamment avec les échanges qui sont avec les pays voisins, notamment les Émirats. À savoir que beaucoup d'échanges commerciaux se font par voie maritime plutôt que voie aérienne. Je ne sais pas pourquoi, mais ici au Koweït, tous les transports par voie aérienne sont très très chers. Donc la majorité des entreprises, comme que ce soit des entreprises françaises comme Monoprix, Carrefour, ou que ce soit pour tous les domaines, ils passent par les voies maritimes. Contrairement aux pays voisins comme le Qatar, où ils vont plus passer par les voies aériennes pour une même entreprise. On va pouvoir passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, il y a bien sûr d'autres ports au Koweït, à savoir que le Koweït est vraiment une région, comme l'avait indiqué sur la carte, ou une région côtière, avec plusieurs autres ports, Mina Abdullah, le Ras El Zour, qui, elle, est située juste en face de l'Irak. Et en fait, beaucoup de pays ne veulent pas forcément échanger directement avec l'Iran et l'Irak. Et du coup, de fait de la stabilité politique du Koweït, ils passent par le Koweït pour après passer en Irak ou en Iran. À savoir que c'est aussi tout ce qui est maritime, tout ce qui est port de plaisance, c'est aussi traditionnel ici au Koweït. Donc, on voit encore beaucoup d'anciens bateaux qu'on appelle Aldo qui sont ici présents au Koweït. Beaucoup de familles koweïtiennes ont des bateaux, des yachts. Il y a beaucoup d'applications avec vraiment de location de bateaux. C'est quelque chose qui est très, très courant. La majorité des Koweïtiens et même des expatriés vont passer vraiment le week-end sur l'eau. Il y a également l'île de Failaka, qui est une île où ont été gardés en fait les vestiges de l'invasion. Donc c'est une île qui est beaucoup visitée. Il y a d'autres îles qui sont aussi sauvages, qui sont souvent en fait occupées les week-ends. Donc vraiment les Koweïtiens c'est quelque chose de vraiment de traditionnel chez les Koweïtiens d'avoir un bateau et notamment, alors un petit peu comme toutes les mentalités, je pense, du Golfe, ils veulent vraiment le dernier bateau, le plus moderne, voilà, le plus luxueux notamment. Il y a toujours cette petite concurrence avec les pays voisins, notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats, où, à contrario de ces pays-là, le Koweït, lui, a eu un temps de retard par rapport à l'invasion. Donc, il y a des zones où
pas du tout modernes, et lorsqu'on passe vraiment à d'autres zones qui sont très, très modernes. Donc, ils vont quand même chercher, chercher des choses qui sont modernes, et ils vont essayer beaucoup copier les Émirats et l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Donc, il y a la construction du nouveau port Moubarak Al-Kabir, qui est situé du coup vraiment en face de l'Irak et de l'Iran. Ce nouveau port a pour destination à être un hub. Ils veulent vraiment échanger, davantage échanger avec l'Irak et l'Iran, davantage se développer en tant que free zone aussi dans cette zone-là. Donc, elle est sur 1,161 000 hectares. Il y a aujourd'hui, enfin dans ce qui compte faire, 8,1 millions de conteneurs. Donc, c'est un projet qui est découpé en 3 phases. À savoir que ce projet a pris du retard. Ils sont aujourd'hui sur la phase 1, où il y a aujourd'hui 2 mois, le gouvernement a investi 604 millions de dollars afin d'accélérer le projet. Ils ont pour ambition de terminer le projet en 2025. Donc honnêtement, je pense qu'il aura quand même du retard parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de terminer la première phase. Des appels d'offres ont été encore renouvelés il y a 2 mois pour la phase 1, et il reste du coup les 2 dernières phases. À savoir que ce port est aussi un port en litige avec l'Irak qui souhaite également avoir son port. À savoir qu'au niveau de l'Irak, il n'y a pas possibilité de faire beaucoup de ports parce que c'est une zone qui est très profonde, contrairement au Koweït. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Donc, toujours dans ce but de moderniser le Koweït, il y a le projet d'une nouvelle ville qu'on appelle Silk City ou Madinat El Hadid. Donc, cette nouvelle ville où ils veulent en fait construire le plus haut bâtiment du monde, donc toujours en concurrence avec les Émirats, ils vont vouloir construire une tour qui est de 1001 mètres carrés. Donc, elle a été débutée la première phase en 2019. Ils souhaitent aussi que dans cette zone-là, il y ait la plus grande marina du Koweït. Le projet s'étend environ à 82 milliards de dollars. Donc, elle est dans une zone Soubiya qui est aujourd'hui une zone inhabitée, où ils veulent qui est en connexion avec le Koweït, qui est en connexion via un port, via un pont. Donc, le pont est construit et terminé, mais la ville n'a pas encore vu le jour. Donc, lorsqu'on traverse le pont, on arrive vraiment du coup à un contrôle de police qui arrête parce qu'elle est encore en construction. Donc, et ils souhaitent également créer en fait plusieurs petites villes autour de là. Donc, ils veulent vraiment étendre le Koweït parce qu'aujourd'hui, le Koweït est basé vraiment sur Koweït City. Donc, c'est Koweït City qui est aujourd'hui très, très moderne. Et du coup, ils veulent étendre cette modernité vers Soubiya, qui est aujourd'hui inhabitée, qui est désertique, où les premiers travaux ont déjà débuté. Avant de parler de la mission, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie Koweït, sur le secteur au Koweït? Merci Madia en tout cas pour ton exposé. Bon, encore une fois, on est à votre entière disposition pour post-webinaire pour organiser une visio et puis répondre à vos questions précises et aborder des sujets en off si vous le préférez. On va parler maintenant, par conséquent, s'il n'y a pas de questions, du French Maritime Tour 2024. Je vous laisse Madia et Sandra en parler beaucoup mieux que moi. Expliquez-nous en quoi consiste cet événement, comment on s'y inscrit, quel est le programme. Très bien, merci Karen. Donc oui, effectivement, le French Maritime Tour, c'est un événement sur 3 jours qu'on organise pour rencontrer les acteurs du secteur. Donc c'est la deuxième édition. Il y a 2 ans, on a déjà organisé ces rencontres aux Émirats. Qui ont permis effectivement de bien rencontrer tout l'écosystème de la filière maritime, et on renouvelle cette année. On aura donc une journée à Dubaï qui sera au sein du ministère de l'Énergie et des Infrastructures. Donc la direction des affaires maritimes nous invite dans leur salle de conférence et va inviter tous les ports des Émirats, les constructeurs, chantiers navals,
réglementation, voilà, tout l'écosystème, même financier, voilà, au sens large, pour venir vous rencontrer. Donc, il y aura un symposium avec des conférences où chacun pourra présenter ses activités, hein, chacun des acteurs locaux, et puis qui sera suivi par une visite de la partie exhibition. C'est-à-dire qu'au sein du ministère aussi, il y aura une grande salle où vous aurez une table où vous pourrez exposer ce que vous faites. Emmenez vos brochures, vos kakimonos, vos maquettes, exposer et discuter avec tout le monde sur cette partie-là. Ensuite, on aura des rendez-vous B2B. Donc là, c'est la partie vraiment personnalisée, c'est-à-dire qu'en fonction de vos attentes, on va aussi inviter d'autres acteurs, des acteurs de l'énergie. On a déjà invité Diwa, Masdar, qui sont eux dans d'autres secteurs, mais qui ont un intérêt aussi pour certaines entreprises de la délégation. Donc ça, voilà, on le fait avec vous. Ensuite, il y aura un déjeuner de networking, une visite du port de Djebel Ali et on ira en bus à Abu Dhabi pour le cocktail de networking qui est aussi très apprécié par la délégation, qui vous permet de rencontrer également l'écosystème local. Sophie Omnes, qui n'a pas pu venir ce matin, sera au cocktail de networking et à l'événement, donc vous pourrez lui parler à ce moment-là. Le lendemain, donc, ce sera sur Abu Dhabi, au Digital District d'Abu Dhabi Port, avec les acteurs d'Abu Dhabi du maritime. Donc, en tête d'affiche, il y aura ADNOC Logistics and Services, hein, le plus grand opérateur ici aux Émirats. Abu Dhabi Port, Kizad, qui est aussi des systèmes qui regroupe des entreprises et fait de la logistique également. Avec la partie exposition, des rendez-vous B2B, le déjeuner networking et puis une visite sans doute du cruise terminal voilà, qu'on construit avec Abu Dhabi Ports. Après, on vous emmènera à l'aéroport pour aller au Koweït. Donc là, je laisse la parole à Madia. Donc, on est un petit peu sur le même format que les Émirats, donc Abu Dhabi et Dubaï. Donc, on va commencer du coup au Koweït par un petit déjeuner avec l'ambassadrice. Donc, ça va être au sein de la résidence de France au Koweït, qui va s'en suivre par une présentation des acteurs gouvernementaux, donc KOC, KNPC, qui sont les acteurs pétroliers, qui sont vraiment les grandes instances gouvernementales pétrolières, KPC aussi, qui est autorité maritime, et également les distributeurs et agents locaux qui, eux, sont en charge des projets. Donc, il y aura une présentation de ces acteurs, puis les entreprises françaises vont également se présenter, un petit pitch de 5 minutes pour qu'en face, ils puissent connaître un petit peu vraiment les activités de chacun. Va s'en suivre les rendez-vous B2B. Donc, lors de ces rendez-vous B2B, nous allons organiser, bien sûr, en fonction du secteur d'activité, des rendez-vous B2B avec les personnes, les distributeurs et les agents gouvernementaux en lien. Mais également, si des entreprises françaises ont une cible particulière au Koweït ou veulent discuter avec une personne en particulier, on peut bien sûr inviter cette personne à l'événement, et du coup l'événement qui se passera du coup à la résidence de France pour pouvoir organiser ce rendez-vous. Puis s'ensuit un déjeuner de networking avec d'autres distributeurs, puis la visite du nouveau port. Merci, Madia. Je précise aussi, merci Madia, que l'ambassadeur sera aussi présent. Il ouvrira la session à Abu Dhabi le premier jour. Donc ça, c'est important parce que ça permet aussi d'avoir du haut niveau présent au forum. Et quand on a les CEO, après, ils emmènent toutes les équipes opérationnelles et ça nous permet de faire des beaux rendez-vous B2B. Toute la mission sera couverte aussi médiatiquement. C'est-à-dire qu'on on a un pôle communication qui va faire un communiqué de presse pour mettre en avant toutes les entreprises françaises, leurs solutions, qui sera traduit en arabe, donc il sera en anglais et en arabe, et il y aura une couverture aussi sur les réseaux sociaux. J'ai une question à vous poser, mesdames. Là, vous parlez sur la partie Koweït, mais je présume que c'est la même chose aussi pour la partie Dubaï, Abu Dhabi. En ce qui concerne les acteurs gouvernementaux,
En tant que PME bretonne, alors on a toute taille d'entreprise en Bretagne, mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'incitation gouvernementale en termes de gros acteurs publics avec qui nos entreprises bretonnes pourraient travailler? Comment se passe la relation? Est-ce que la majorité des projets se font avec des acteurs publics? Auquel cas, est-ce que vous avez des recommandations? Est-ce qu'il vaut mieux se constituer des consortiums pour être plus gros, pour répondre à des appels d'offres, par exemple? Est-ce que tout marche par appel d'offres ou pas? Parce que Alors, la tendance quand même depuis des années, enfin la question sous-jacente, c'est que depuis des années quand même, on remarque que dans beaucoup de pays, il y a une priorité donnée aux productions locales, au travail des entreprises locales. Là, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a une réelle opportunité pour nos PME, TPE bretonnes d'accéder à des appels d'offres ou à des marchés et de devenir fournisseurs des projets dont vous avez pu parler? c'est une très bonne question. Il y a effectivement, les gros acteurs sont publics aux Émirats, qui fonctionnent par appel d'offres. Et pour les entreprises de taille moyenne française, ça peut être compliqué. Alors, il y en a et il y en aura dans la délégation qui travaille déjà avec les ADNOC Logistics and Services. C'est pas impossible, mais c'est vrai que c'est compliqué pour les entreprises de taille moyenne ou petites entreprises. Donc, sur ces missions-là, nous, ce qu'on invite aussi, c'est les agents industriels, type Al Masaoud, enfin, des grandes familles qui sont déjà référencés auprès des acteurs publics et qui portent les solutions des plus petites entreprises. Donc ça, c'est une bonne solution d'approche du marché, de passer via un agent industriel local. Et après, il y a des opportunités qui peuvent se faire évidemment aussi en direct avec des petites entreprises privées. D'accord. Alors, pour le Koweït, c'est pas vraiment la même chose parce que, alors, déjà à commencer par que le Koweït n'est pas un pays qui produit, c'est un pays qui importe, mais je prends juste l'exemple d'un autre trop sujet, mais l'agroalimentaire, on est quand même sur quasiment 98% d'importation. Ce n'est pas un pays qui souhaite produire, donc qui souhaite plutôt le savoir-faire français, à savoir que le savoir-faire français ici est gage de qualité. Les petites entreprises, en fait, au contraire, c'est-à-dire qu'ils ont encore cette mentalité où ils ont un petit peu peur de ce qu'ils disent, c'est que l'entreprise vienne, propose des produits, propose des projets et puis qu'ils s'en aillent sans ce service après-vente. Donc ici, le lien est très important. Les entreprises familiales, c'est un plus. Ils préfèrent avoir 2-3 interlocuteurs. Ils ne cherchent pas forcément les très grandes entreprises, mais des interlocuteurs qui vont être dans l'échange en continu, notamment via WhatsApp, comme aux Émirats. Donc, ils n'ont pas peur des petites entreprises. Ils n'ont pas non plus cette mentalité où ils se disent c'est une petite entreprise, donc elle va peut-être fermer. Comme ça ne se passe pas ici, donc ils ne l'ont pas forcément en tête. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est le produit, puis également ce suivi. Ce qui est très, très important ici, c'est le suivi et le service après-vente. Ok, merci. J'ai une autre question, si je peux me permettre. Comment sont câblés, si je puis dire, les potentiels clients ou partenaires donc, dans les deux pays? Pardon. Ma question relève de qu'est-ce qu'ils regardent en premier? Est-ce qu'ils n'ont pas peur du prix et privilégient la qualité, l'innovation, le savoir-faire? Ou est-ce que le prix, au contraire, a vraiment son importance? Qu'est-ce qui est dans la balance? Qu'est-ce qui est privilégié? Alors, le prix a son importance. C'est-à-dire qu'à produit identique, ils vont acheter le moins cher. Par contre, si vous avez une vraie innovation qu'ils n'ont pas, voilà, ça va les intéresser. Il y a une forte concurrence internationale. Ils ont accès à tout, voilà, à toute la main-d'œuvre et les produits pas chers d'Asie, notamment, qui est juste à côté. Donc, il faut vraiment avoir une innovation pour être percutant ici. Une innovation et voilà. Ouais, tout ça. Ok. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est Madia qui disait que le savoir-faire français était reconnu et apprécié. Voilà. À solutions identiques, donc le français, le savoir-faire français a quand même un privilège
face à d'autres concurrents internationaux qui pourraient fournir les mêmes solutions. Ah oui, oui, complètement. C'est vrai qu'ici, à partir du moment où c'est français, c'est gage de qualité, c'est aussi apparenté un petit peu à du luxe. À savoir que le prix est important, mais par contre, l'innovation va être même ici plus importante que le prix. C'est-à-dire qu'ils sont quand même prêts à mettre le prix si c'est quelque chose de beaucoup plus moderne, quelque chose d'innovant, et notamment si quelque chose n'est pas encore présent dans les pays à côté ou chez le voisin quand c'est dans le secteur privé. Ok. Et donc, pour répondre, je rebondis sur ce qu'on a dit tout à l'heure à propos des appels d'offres. Donc, la solution, c'est de passer par un agent, par ces grandes familles là qui se font agents, donc pour répondre qui sont intégrateurs en fait, qui maillent les différents besoins de la chaîne et qui proposent ces besoins-là pour répondre à un appel d'offres, c'est ça? Ma question, en fait, c'est est-ce qu'il y a besoin d'être implanté sur place, d'avoir une domiciliation avec un partenaire pour pouvoir répondre notamment aux appels d'offres? Ou est-ce que travailler avec un importateur ou un agent suffit? Ça dépend du produit, du service. Si c'est de tout ce qui est logiciel, par exemple, ça peut se faire à distance. On a des entreprises qui vendent ici et qui ne sont pas implantées. Après, manière globale, en général, ils veulent qu'il y ait une implantation. Ça rassure. Donc, si vous pouvez pas, s'il n'y a pas une personne en direct de l'entreprise sur place, l'agent est une bonne solution. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres? Pardon, Madia, vas-y. Donc, au Koweït, c'est vrai que c'est un petit peu différent où vraiment, c'est les instances gouvernementales qui ont les gros projets. Mais ici, les agents et distributeurs sont au courant un petit peu en amont de tous les projets. Et c'est plus facile pour une entreprise française, notamment une petite entreprise française, d'échanger directement avec l'agent ou le distributeur qui, lui, est sur place, connaît tous les appels d'offres, a tendance à savoir également à bien connaître le besoin. Et ici, il y a peu d'entreprises qui viennent vraiment s'implanter, sauf s'ils vont vraiment sur des projets assez énormissimes. Après, c'est toujours un avantage de dire aux Koweïtiens, il y a une implantation qui est aux Émirats, donc ils sont rassurés, ils savent que ils connaissent un petit peu les habitudes ici au Moyen-Orient. Ça rassure, mais ça ne reste pas un frein. Ils ne demandent pas d'implantation. Ou ce que beaucoup font ici au Koweït, c'est la présence d'un VIE, c'est-à-dire qu'une personne est là un temps, surtout au début, la première année, ce qui permet de rassurer l'entreprise en disant il y a une personne qui est ici, et du coup c'est un moindre coût pour l'entreprise, et les années suivantes, donc elle peut quand même repartir à partir du moment où la relation est faite. Et c'est vraiment très très important ici la relation. D'accord, merci. Et pour préciser un peu sur le fait l'importance d'être implanté localement, ici à NOC et maintenant toutes les entreprises publiques développent ce qu'on appelle l'ICV, In-Country Value. Donc pour répondre à des appels d'offres publics, de plus en plus, ils demandent à avoir le score de la part de ce qu'on apporte dans le pays. Donc In-Country Value, ça prend, Philippe expliquerait mieux que moi, mais c'est un savant calcul qui mélange ce qu'on achète aux Émirats, si on est implanté aux Émirats, le nombre d'employés qu'on a aux Émirats, voilà. Donc ça, c'est de plus en plus demandé par toutes les entreprises gouvernementales. Si on n'est pas implanté, il faudra forcément passer par un agent qui, lui, a un bon score d'In-Country Value qui pourra mettre en avant pour répondre à l'appel d'offres. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ou sur d'autres qu'on a abordés précédemment? Brice, est-ce que tu veux rebondir sur certains points ou... L'aspect VIE au Koweït, j'en avais pas forcément connaissance que c'était un bon pour aborder ces marchés-là. Sur les Émirats, je sais qu'il y en a quelques-uns, mais sur le Koweït, je ne savais pas. Donc c'est un bon point. Le Koweït est assez méconnu. Souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui ne connaissent pas du tout le Koweït, et du coup, ce qui a un avantage, c'est aussi la faible concurrence. Oui, tout à fait. Non, c'est bon à savoir. Des questions, des remarques? Encore une fois, si je pouvais juste rebondir. Oui, Vincent, bien sûr.
Si vous m'entendez bien? Alors, Oui. j'ai quelques sujets aux Émirats et effectivement, alors moi, je suis pas implanté aux Émirats. Hein, et je travaille avec des agents et c'est vrai que je pense qu'il y a une vraie question d'importance sur le choix du partenaire sur place. Là, j'ai des sujets notamment en vente d'équipements civils, mais également militaires. Et je travaille, donc c'est important de se déplacer, de rencontrer différents groupes. Typiquement, je travaille avec IGG, RIMA International Group. J'ai essayé de me développer dans le domaine maritime en discutant avec ADSB des grands chantiers, essayer de comparer les tendances. Mais c'est vrai que choisir le bon partenaire sur place, c'est quelque chose qui est important. Et ça demande beaucoup de déplacements, de temps et de réseautage. Oui, j'allais vous C'est poser juste la pour, question. Du coup, pour comment appuyer. avez-vous fait pour trouver le partenaire, le bon partenaire? C'est à force de déplacement et de prospection? Ouais, alors je travaille sur juste pour mettre un peu le cadre, je travaille sur les sujets de formation sur les Émirats, plutôt axé défense. Donc par le biais de réseau, j'ai réussi à trouver les bons partenaires qui m'ont orienté vers le bon agent. J'ai réussi à vendre un petit peu d'équipement sur place, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que chaque agent est un peu spécialisé, a lui aussi son réseau et a des voies d'accès plus faciles, notamment sur les marchés comme Tawazun, qui maintenant redistribue. Donc faut vraiment être sur place, discuter et puis WhatsApp, quoi. Ouais. Ok. Et j'essaie de me déplacer globalement tous les 3-4 mois sur zone. Oui, bah c'est valable. Enfin, là sur cette zone, mais comme dans tous les pays, hein, on ne peut pas faire d'export sans se déplacer. Et puis, exactement. Bah, merci pour votre témoignage, Vincent. Il y a Philippe dans le chat qui demande comment faire pour s'inscrire, enfin comment faire pour pouvoir participer aux journées du mois d'avril dont on a parlé à l'instant. Vous avez les coordonnées dans la présentation, Philippe, et puis les autres de Sandra et Madia. Donc, et puis je pourrais rajouter le lien d'inscription aussi sur la diapo, pour que vous puissiez avoir accès directement au site web et donc aux inscriptions en ligne pour cette mission. Et puis, je pense que Sandra et Madia seront ravis de vous apporter plus d'infos sur le déroulement, les tarifs, etc. D'accord, merci. Et c'est vrai que c'est l'occasion, cette journée-là, de rencontrer plusieurs distributeurs différents, agents locaux différents. C'est vraiment l'occasion de les avoir tous réunis en une fois. Je vous remercie pour votre participation à toutes et à tous. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, vous avez dans la présentation les coordonnées de Brice, les miennes si besoin, et puis de Sandra et Madia. N'hésitez pas à revenir vers nous, enfin, vers Brice notamment, si vous avez besoin qu'on vous accompagne par la suite après ce webinaire. On est à votre entière disposition. Rendez-vous pour les prochains webinaires industrie ou d'autres webinaires BCI qui pourraient vous intéresser. Tout est sur l'agenda sur notre site web. Et puis sinon, je vous donne avec Brice rendez-vous le 1er juillet pour l'Open de l'International à Rennes. Là aussi, vous avez toutes les infos sur cette présentation. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et puis à très bientôt pour de prochains webinaires ou de prochains événements avec BCI. Merci encore. À bientôt. Merci. Très bien, je vous Merci. remercie. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.